Mon nom est Marie et j'ai 35 ans. Je suis chirurgienne en traumatologie, ce qui signifie que je suis formée pour faire face aux urgences, à la panique, aux blessures critiques, aux familles en détresse, et savoir tout de même exactement ce qui doit être fait en premier. Mais rien dans une salle d'opération ne m'avait préparé au bruit que j'ai entendu lorsque je suis rentré tôt à la maison cet après-midi-là. Ma fille sanglotait à l'intérieur de ma propre maison, ce genre de cri terrifié qui fait cesser de respirer une mère avant même qu'elle ne comprenne pourquoi. J'ai poussé la porte d'entrée un peu plus et je me suis figé juste assez longtemps pour voir la vérité. Mon père était dans mon salon, hurlant des menaces à une enfant, pendant que ma sœur aînée fouillait ma chambre comme une voleuse qui croyait déjà mériter tout ce qu'elle touchait. Les tiroirs étaient ouverts. La vieille boîte à bijoux de ma mère avait disparu de la commode. Des papiers de mon classeur étaient éparpillés dans le couloir. Quelqu'un avait cherché le titre de propriété, les documents de l'appartement et le dossier bleu que je gardais sous clé pour une bonne raison. Pendant une seconde, la chirurgienne en moi a essayé de faire le tri dans la scène. L'enfant en premier, la sortie en deuxième, la menace, l'épreuve en quatrième. La mère en moi voulait courir droit sur eux. Au lieu de cela, j'ai reculé dans l'ombre à côté du couloir, j'ai sorti mon téléphone et j'ai contacté les autorités sans faire de bruit. Quand l'opérateur a répondu, j'ai chuchoté, ma famille s'est introduite chez moi. Ils font peur à ma fille. Envoyez la police maintenant. Avant que je ne vous dise ce qu'ils cherchaient vraiment, et pourquoi les sirènes à l'extérieur ont ruiné bien plus que leur après-midi, dites-moi, quelle heure est-il pour vous en ce moment? D'où regardez-vous? Et quel temps fait-il là où vous êtes? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire va voyager. L'opérateur m'a dit de rester en ligne, et je l'ai fait. Même si chaque instinct de mon corps me criait de me précipiter dans cette pièce, ma fille Emma n'avait que 8 ans. Elle était courageuse de la manière dont les enfants essaient de l'être quand les adultes les terrifient, silencieuse, raide, essayant de ne pas aggraver les choses. Mon père, Charles, se tenait au-dessus d'elle avec une main appuyée sur le mur, bloquant le couloir comme si ma maison lui appartenait. Ma sœur aînée Rachel était dans ma chambre, vidant les tiroirs de la commode sur le sol et marmonnant des jurons à voix basse. J'ai entendu le raclement en bois de ma table de nuit heurtant le mur, puis le craquement sec de quelque chose de fragile qui se brisait. « Dis-moi où ta mère garde le dossier bleu » a aboyé Charles. « Ne fais pas l'idiote. Tu l'as vu. » Emma a pleuré plus fort. « Je ne sais pas. » Elle ment, a crié Rachel depuis ma chambre. Marie cache toujours les choses. Les bijoux, les contrats, les papiers de la banque. Elle pense qu'elle est meilleure que nous. Ma main s'est resserrée autour du téléphone. J'étais encore à moitié caché derrière le coin du couloir, et l'opérateur pouvait entendre suffisamment pour comprendre que je n'exagérais pas. Dans la salle d'opération, la panique tue les gens plus vite que les blessures. Je me suis forcé à respirer lentement. J'ai vérifié les mains de Charles. Pas d'armes. J'ai vérifié la distance entre Emma et lui. Trop près. J'ai vérifié le sac de Rachel sur mon lit, lourd, ouvert. Le collier de perles de ma mère était déjà à l'intérieur. Ce collier m'avait été légué dans le testament de ma mère, avec une petite part dans un immeuble d'appartement dans lequel elle avait discrètement investi des années avant sa mort. Charles avait toujours appelé cela une propriété familiale, même si les documents disaient le contraire. Rachel avait toujours trouvé cela injuste, même si elle avait reçu son propre héritage et l'avait dilapidé en 3 ans. Je les avais aidés plus de fois que je ne voulais l'admettre. J'avais payé les impôts fonciers de Charles une fois, quand il avait dit qu'il était sur le point de perdre ses terres. J'avais donné de l'argent à Rachel pour un avocat spécialisé en divorce, quand elle avait juré qu'elle me rembourserait. J'avais couvert des factures médicales, des réparations de voitures, des séjours à l'hôtel, des prêts d'urgence qui n'étaient plus des urgences une fois le chèque encaissé. J'avais même manqué le spectacle d'école d'Emma une fois parce que Charles m'avait appelé en larmes, disant que la banque était sur le point de tout prendre, seulement pour apprendre plus tard qu'il avait utilisé une partie de l'argent pour un voyage de chasse. À chaque fois, je me disais que l'amour signifiait la patience. À chaque fois, ils apprenaient que ma culpabilité avait une valeur monétaire. Mais je n'ai jamais cédé ma maison. Je n'ai jamais cédé mes parts d'appartement. Je ne leur ai jamais donné accès au fonds de placement que j'avais créé pour Emma. Et maintenant, je comprenais pourquoi ils avaient attendu que mon emploi du temps à l'hôpital indique que je serais absente jusqu'au soir. Ils n'étaient pas venus pour demander. Ils étaient venus pour coincer mon enfant, voler ce qu'ils pouvaient et me forcer à céder le reste.
Charles a baissé la voix, mais cela a rendu les choses pires. Écoute-moi, petite fille. Ta mère est égoïste. Si elle aimait cette famille, elle nous aiderait. Si elle ne signe pas ses papiers, des gens vont tout perdre. Emma a chuchoté, s'il te plaît, ne crie pas. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi est devenu complètement immobile. Pas calme, pas paisible, chirurgical, précis. J'avais vu des familles s'effondrer dans des salles d'attente quand la peur les rendait cruelles. Mais ce n'était pas de la peur. C'était un plan. Rachel est sortie de ma chambre en tenant une pile de documents. J'ai trouvé des copies de l'accord de l'appartement, mais pas le certificat de transfert. Elle a dû le déplacer. Charles a juré. Alors nous la forcerons à en signer de nouveau. Rachel a ri, amère et à bout de souffle. Tu penses qu'elle signera après ça? Elle le fera si elle veut que sa fille arrête d'avoir peur. La voix de l'opérateur est venue doucement à travers mon téléphone. Les agents sont en route. Êtes-vous en sécurité? J'ai chuchoté, pas encore. Puis j'ai soulevé le téléphone juste assez pour continuer à enregistrer et je me suis rapproché de l'entrée du salon. Je pouvais voir toute la pièce maintenant, ma fille coincée près de la bibliothèque, mon père faisant les 100 pas comme un homme répétant une menace, ma sœur tenant des papiers qui représentaient des années de mon travail. Pour la première fois, je ne me suis pas demandé comment il pouvait me faire ça. Je me suis demandé quel genre de mère je serais si je les laissais faire ça à Emma aussi. Quand je suis entré dans le salon, Emma m'a vu la première. Son visage a changé si vite que cela m'a presque brisé. L'espoir, la honte, la peur, le soulagement, tout cela a traversé ses yeux avant qu'elle n'essaie de se lever. Charles s'est retourné. Marie, a-t-il aboyé comme si j'étais l'intruse. Rachel est apparue derrière lui avec le collier de ma mère dans une main et mon dossier de propriété dans l'autre. Pour une seconde, personne n'a bougé. Puis j'ai dit, Emma, viens vers moi. Charles a bougé comme s'il voulait la bloquer, et j'ai levé mon téléphone. Ne fais pas ça. Il a regardé le téléphone, puis mon visage. Tu nous enregistres? Oui. L'expression de Rachel s'est déformée. Espèce de psychopathe. Tu enregistres ta propre famille. Non, ai-je dit. J'enregistre 2 adultes qui se sont introduits chez moi, ont volé des bijoux, ont menacé ma fille et ont cherché des documents légaux qu'ils n'avaient pas le droit de toucher. Charles a fait un pas vers moi. Fais attention à la façon dont tu parles à ton père. Cette phrase aurait pu fonctionner sur moi 10 ans plus tôt, peut-être même 5. À l'époque, je croyais encore que le respect signifiait l'obéissance. Je croyais encore qu'aider la famille signifiait saigner en silence pour qu'ils puissent appeler cela de l'amour. Mais quand j'ai vu Emma se cacher derrière ma jambe, tremblant si fort que ses doigts s'enfonçaient dans ma tenue de bloc opératoire, chaque vieille règle est morte. Tu n'es pas le chef ici, ai-je dit. C'est ma maison. Ce sont mes documents. C'est mon enfant. Rachel a jeté le dossier sur la table basse. Des papiers ont glissé sur le verre. Ta maison. Tes documents. Ton enfant. C'est toujours ça le problème avec toi. Tout est à toi. Parce que j'ai travaillé pour ça. Charles a ri, mais son visage avait pâli autour de la bouche. Tu penses qu'être docteur te rend intouchable? Nous avons fait des sacrifices pour toi. Vous avez fait des emprunts sur ma culpabilité, ai-je dit. Et je les ai payés jusqu'à ce que je finisse par apprendre la différence entre aider et être chassé. Les yeux de Rachel ont vacillé. Elle ne s'attendait pas à ça. Charles non plus. Pendant des années, j'avais répondu à leurs insultes par des explications. J'avais défendu mon emploi du temps, défendu mes économies, défendu pourquoi je ne pouvais pas continuer à payer pour des urgences qui ne finissaient jamais. Mais ce jour-là, debout entre ma fille et les personnes qui m'avaient appris à avoir peur de les décevoir, je n'ai ressenti aucun besoin d'expliquer ma vie. J'ai regardé le dossier sur la table et j'ai vu exactement ce qu'ils avaient trouvé. Les registres de l'appartement, les papiers d'assurance, d'anciennes copies de déclaration d'impôt et un formulaire de transfert vierge que j'avais gardé uniquement parce que mon avocat m'avait dit de ne jamais jeter tout ce qui était lié à la succession. Mais quelque chose d'autre manquait. Ma clé de rechange. Celle qui avait été cachée dans le tiroir de la cuisine avait disparu. Comment êtes-vous entré, ai-je demandé. Charles a croisé les bras. Ne commence pas. Comment êtes-vous entré dans ma maison verrouillée? Les lèvres de Rachel se sont pincées.
J'ai regardé son sac. Tu as pris ma clé de rechange quand tu es venu pour l'anniversaire d'Emma, ai-je dit. Elle a répliqué, ce n'est pas la question. Ça l'est maintenant. Charles a frappé sa main sur la table basse si fort qu'Emma a tressailli. Mon bras a entouré ma fille immédiatement. Signe les papiers, a-t-il grogné. Le prêteur de Rachel a besoin d'une garantie, et mes terres sont déjà engagées. Si tu transfères tes parts d'appartement temporairement, nous pourrons tout arranger. Temporairement, ai-je répété. C'est comme ça que tu appelles imiter ma signature? Ses yeux se sont plissés. Rachel a dit trop vite, personne n'a rien imité. J'ai tourné mon téléphone pour qu'il puisse voir le chronomètre de l'appel actif. La police arrive. Pour la première fois, le silence a frappé la pièce. À l'extérieur, faible mais grandissante, des sirènes ont commencé à fendre l'air du Montana. Le visage de Charles est passé de la rage au calcul. Marie, écoute-moi. Dis-leur que c'était un malentendu. Dis-leur que tu as réagi de manière excessive. Rachel s'est rapprochée, soudainement plus douce, soudainement désespérée. S'il te plaît, tu ne comprends pas ce que cela va nous faire. J'ai presque demandé ce que terrifier un enfant ferait à Emma, mais je savais déjà qu'ils ne s'en soucieraient pas tant que les conséquences n'atteindraient pas leur propre porte. Vous pensez toujours qu'il s'agit de ce qui vous arrive à vous, ai-je dit. Charles a baissé la voix. Tu fais une erreur que tu ne pourras pas réparer. J'ai regardé ma fille, puis le sac de ma sœur, puis mon père debout au centre de la maison que j'avais construite après des années de garde doublées de chagrin. Non, ai-je dit. Pour une fois, je vais dire la vérité. La sirène s'est arrêtée si près que les fenêtres ont tremblé. Charles a bougé en premier, non pas vers la porte, mais vers moi. Il a attrapé mon poignet, et j'ai reculé juste au moment où la porte d'entrée s'est ouverte derrière lui. Deux officiers sont entrés avec ce genre d'autorité calme qui fait soudainement se souvenir des bonnes manières aux personnes coupables. Police a appelé l'un d'eux. Tout le monde reste où il est. Charles a relâché l'espace entre nous comme s'il l'avait brûlé. Rachel a poussé le collier de ma mère plus profondément dans son sac, mais un officier l'a vu. Je l'ai vu le voir. Ce petit mouvement est devenu la première fissure dans leur performance. Officier, a dit Charles, levant les deux mains dans un geste de père blessé. Il s'agit d'un désaccord familial. Ma fille est fatiguée par le travail. Elle est émotive. J'ai presque ri. Émotive? C'était toujours le mot que les hommes comme lui utilisaient quand une femme cessait d'obéir. L'officier Williams m'a regardé. Madame, c'est vous qui avez appelé? Oui, mon nom est Marie. C'est ma maison. Mon père et ma sœur sont entrés sans permission, ont fouillé ma chambre, ont volé des bijoux, ont menacé ma fille et ont essayé de faire pression sur moi pour que je signe des documents de propriété. Rachel a explosé. C'est un mensonge. Emma a pressé son visage contre mon flanc. J'ai gardé une main sur son épaule et j'ai tendu mon téléphone avec l'autre. L'appel au 911 est toujours connecté. J'ai aussi enregistré les dernières minutes. Les yeux de Charles sont devenus froids. Marie, un mot, un avertissement. L'officier Williams s'est interposé entre nous. Monsieur, ne lui parlez pas pour le moment. Le deuxième officier, Thompson, a demandé à Rachel de poser son sac sur le sol. Elle a refusé. Il a demandé à nouveau. Ses mains tremblaient quand elle l'a laissé tomber. Quand il l'a ouvert, le salon est devenu silencieux d'une manière que je n'oublierai jamais. Le collier de perles de ma mère, 2 bagues, ma clé de rechange, un formulaire de transfert plié, un tampon de notaire qui n'appartenait à personne dans ma maison. Plusieurs pages avec mon nom déjà tapé sur les lignes de signature. La mâchoire de l'officier Thompson s'est contractée. À qui sont ces documents? Rachel a regardé Charles. Charles a regardé le sol. C'était toute la réponse dont quiconque avait besoin. Les officiers nous ont séparés. Emma et moi avons été conduites vers la cuisine pendant que Rachel a commencé à pleurer, non pas de culpabilité, mais d'avoir été attrapée. Charles a essayé un autre masque. Je suis un grand-père, a-t-il dit. J'essayais de protéger ma famille de la ruine financière. L'officier Williams a répondu, en menaçant une enfant. Le visage de Charles s'est durci. Vous ne comprenez pas notre situation. Je comprends ce que j'ai entendu lors de l'appel, a dit l'officier. Et je comprends ce qu'il y a dans ce sac.
Rachel a crié, Marie nous a tendu un piège. Cette phrase m'a presque fait sourire parce que la vérité était tellement meilleure. Je ne leur avais pas tendu de piège. J'avais simplement arrêté de les couvrir. Ma maison avait des caméras parce que Rachel avait un jour emprunté un bracelet et insisté sur le fait que j'avais dû le perdre. Mes serrures avaient des journaux d'accès parce que Charles avait l'habitude de se pointer quand j'étais au travail. Mon avocat avait des copies numériques parce que les gens qui exigent la confiance le plus fort sont souvent la raison pour laquelle vous avez besoin de registres. L'officier Thompson a demandé à Emma si elle était blessée. Elle a secoué la tête mais a chuchoté, il a dit que maman perdrait la maison si je ne le disais pas. Cette phrase a mis fin à la performance de Charles. Les officiers l'ont escorté dehors. Il a combattu avec des mots, pas avec des poings, ce qui, d'une certaine manière, l'a fait paraître plus petit. Marie, tu vas détruire cette famille. Je l'ai regardé alors que le métal cliquetait autour de ses poignets. Non, je protège ce qu'il en reste. Rachel a hurlé quand ils l'ont menotté, affirmant que les bijoux étaient des bijoux de famille, affirmant que les papiers n'étaient que des copies, affirmant qu'Emma était théâtrale. Mais les voisins étaient sortis sur leur porche à ce moment-là. La femme de l'autre côté de la rue, qui avait apporté des ragoûts après la mort de ma mère, a regardé Rachel être conduite à l'extérieur avec le collier de ma mère scellé dans un sac de preuves. Charles a vu les voisins. C'est à ce moment-là que son visage a finalement changé. Pas de regret, de l'humiliation. Et pour les gens comme lui, l'humiliation blesse plus que la culpabilité ne le pourrait jamais. Alors que les voitures de patrouille s'éloignaient, l'officier Thompson est resté en arrière et a demandé si nous avions un endroit sûr où rester cette nuit-là. J'ai regardé autour de mon propre salon, les tiroirs vidés sur le sol, le cadre photo brisé, la table basse couverte de papier, et j'ai réalisé que la sécurité n'est pas seulement une porte verrouillée. La sécurité, c'est de savoir que les personnes à l'extérieur de cette porte respectent votre droit de la garder fermée. Nous irons bien, ai-je dit, bien que ma voix ait semblé plus âgée qu'elle ne l'était ce matin-là. Il m'a tendu une carte. Docteur Marie, cela pourrait être plus qu'une simple intrusion. Un détective devra vous parler. J'ai hoché la tête, tenant toujours Emma. Je pensais que le pire était passé. J'avais tort. Ce qu'ils avaient fait à l'intérieur de ma maison n'était que la surface. Le véritable vol avait commencé des mois plus tôt. Cette nuit-là, Emma a dormi dans mon lit avec la lumière du couloir allumée et ma main enveloppant la sienne. À chaque fois qu'une voiture passait dehors, ses doigts se resserraient. J'avais passé ma carrière à recoudre des étrangers, mais je ne pouvais pas effacer le son de ma fille demandant « Est-ce que grand-père va revenir ?» Je lui ai dit la vérité de la manière la plus douce possible. Pas ce soir. Pas sans que la police ne le sache, et pas sans que je l'arrête. Elle a fixé le plafond. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Cette question a fait plus mal que tout ce que Charles avait pu dire. Je me suis tourné vers elle et j'ai dit, non, les adultes ont fait quelque chose de mal. Tu as été courageuse, mais tu n'aurais jamais dû être mise dans cette position. Elle a hoché la tête, mais les enfants ne guérissent pas simplement parce que les adultes prononcent enfin la bonne phrase. Son corps se souvenait encore d'être piégé. Ses yeux se dirigeaient encore vers le couloir à chaque fois que le plancher craquait. Au matin, je savais que la maison avait besoin de plus qu'un simple nettoyage. Elle avait besoin de preuves qu'elle nous appartenait à nouveau. J'ai changé chaque serrure, annulé chaque clé de rechange, gelé mon crédit, appelé ma banque et déplacé chaque document physique dans un coffre-fort. J'ai pris des photographies de chaque tiroir, de chaque égratignure, de chaque cadre endommagé, de chaque espace vide où quelque chose avait été pris. À midi, la détective Harris a appelé et a demandé si je pouvais venir au poste. Nous avons trouvé quelque chose d'inquiétant, a-t-elle dit. Plusieurs choses, en fait. Je savais déjà que ce serait grave. Je ne savais pas que ce serait calculé. Le sac de Rachel avait contenu un faux tampon de notaire, des documents de transfert non signés et une copie imprimée de mon emploi du temps à l'hôpital. Mon emploi du temps à l'hôpital, pas une supposition, pas une coïncidence. Quelqu'un avait su exactement quand je serais absente. La détective Harris a demandé qui y avait accès. J'ai pensé à Rachel m'envoyant un message 2 semaines plus tôt pour me demander si je faisais toujours ces horribles doubles gardes du mardi. J'ai pensé à Charles proposant de récupérer Emma à l'école pour m'aider et se mettant en colère quand j'ai dit non. J'ai pensé à la clé de rechange disparaissant après la fête d'anniversaire d'Emma.
Tous les petits moments que j'avais ignorés comme étant ennuyeux se sont soudainement alignés comme des instruments sur un plateau chirurgical. Propre, tranchant, prêt. Kevin, mon avocat et ami de longue date, est venu ce soir-là et a passé en revue l'inventaire de la police à la table de ma cuisine. Il n'a pas adouci ses mots. Marie, ce n'était pas une simple dispute familiale compliquée. Cela ressemble à une tentative de manipulation, d'intrusion, de coercition et de transfert de propriété non autorisée. Je suis resté très immobile. Ils ont dit que Rachel avait besoin d'une garantie. Kevin a hoché la tête. C'est peut-être le motif, mais il y a plus. Ta part d'appartement vaut beaucoup plus maintenant que lorsque ta mère te l'a laissé. Je savais que l'immeuble avait pris de la valeur. Je ne savais pas à quel point. Kevin a glissé une évaluation imprimée sur la table. Le chiffre m'a glacé. 7 chiffres. Pas de l'argent dans ma poche. Pas quelque chose que je pouvais dépenser demain, mais assez de capitaux propres pour rendre des personnes désespérées dangereuses. Il ne cherchait pas de bijoux. Kevin a dit que les bijoux étaient un bonus. Il cherchait le contrôle. Plus tard dans la semaine, Rachel a lancé sa deuxième attaque. Pas dans ma maison cette fois. En ligne, elle a publié un long message sur le fait d'être trahie par une sœur égoïste et de regarder la cupidité détruire une famille. Elle a écrit sur les dettes, les sacrifices et la façon dont certaines personnes oublient qui les a élevées quand elles commencent à gagner un salaire de médecin. Elle n'a jamais mentionné Emma. Elle n'a jamais mentionné le faux tampon de notaire. Elle n'a jamais mentionné avoir été arrêtée avec le collier de ma mère dans son sac à main. Charles a appelé des proches depuis sa détention et leur a dit que j'avais envoyé la police après lui parce que je détestais qu'on me demande de l'aide. Mon téléphone s'est rempli de messages. Certains étaient cruels, certains étaient prudents, certains demandaient ce qui s'était vraiment passé. Pour une fois, je ne me suis pas défendu avec des paragraphes. J'ai envoyé un seul message sur le groupe de discussion de la famille. Je ne discuterai pas d'une affaire criminelle en cours. Pour quiconque répète de fausses affirmations, mon avocat répondra. Une enfant a été menacée chez moi. Des preuves ont été récupérées par la police. C'est tout. Ensuite, je n'ai rien joint. Pas d'enregistrement, pas de photos, pas de discours émouvants. Le silence a fait plus de dégâts que les supplications n'en avaient jamais fait. Les gens ont commencé à appeler le greffier du comté. Les gens ont commencé à vérifier les registres d'arrestation. Les gens ont commencé à réaliser que l'histoire de Rachel avait des failles assez grandes pour y passer à travers. Dans les 48 heures, un cousin s'est excusé. Puis une tante. Puis un voisin qui avait entendu la version de Charles à la quincaillerie a frappé à ma porte avec un ragoût et les yeux rouges. Rachel a supprimé sa publication, mais les captures d'écran vivent plus longtemps que les mensonges. Kevin avait tout sauvegardé. C'est à ce moment-là que la vengeance a cessé d'être émotionnelle et est devenue légale. Charles et Rachel avaient passé des années à compter sur ma culpabilité. Maintenant, ils étaient sur le point de rencontrer ma documentation. Et la chose à propos de la documentation est simple. Elle ne pleure pas. Elle ne s'explique pas. Et elle ne se fait pas manipuler au dîner de Thanksgiving. Elle attend juste que la bonne personne la lise à voix haute. Se préparer pour le tribunal m'a semblé étrangement familier. Non pas parce que j'avais jamais voulu y être, mais parce que le processus me rappelait la chirurgie. Vous rassemblez les scanners. Vous étudiez les dommages. Vous identifiez ce qui peut être réparé et ce qui doit être retiré avant que cela n'empoisonne le corps. Kevin a construit notre dossier de la même manière que je construisais un plan de traumatologie. Premièrement, la blessure d'entrée, l'effraction. Deuxièmement, l'hémorragie interne, les menaces contre Emma. Troisièmement, les dommages cachés, les documents falsifiés, le faux tampon de notaire, l'emploi du temps de l'hôpital copié, la clé volée et le motif financier. Puis est venue la partie qui a tout changé. La détective Harris a obtenu des messages entre Charles et Rachel. Je n'ai été autorisé à en lire qu'une partie avant le tribunal, mais c'était suffisant pour engourdir mes mains. Rachel avait écrit, « Si Marie voit papa contrarié, elle dira simplement non. Mais si Emma a peur, Marie cédera. » Charles avait répondu, « Ne blesse pas la petite. Fais-lui juste comprendre que Marie a causé ça. » J'ai lu cette ligne 3 fois. Ne blesse pas la petite. Comme si la terreur n'était pas une blessure.
Comme si faire croire à une enfant de 8 ans que sa maison pouvait être prise était simplement une stratégie. Kevin a regardé mon visage attentivement. Marie, c'est pour cela que nous ne réglons pas ça discrètement, a-t-il chuchoté. Je n'en avais pas l'intention. La vie de Rachel a commencé à s'effondrer avant même le début de l'audience. Elle travaillait à temps partiel pour une société de gestion immobilière et essayait d'obtenir une licence pour la vente de biens immobiliers. Une fois que son employeur a appris qu'elle avait été arrêtée avec de faux documents de transfert de propriété et une clé volée, elle a été licenciée. Les amis de l'église de Charles ont cessé de répéter sa version lorsque le journal local a imprimé le résumé de l'arrestation. L'homme qui avait passé des années à me traiter d'ingrate ne pouvait soudainement plus entrer dans son restaurant préféré sans que les gens ne baissent la voix. Je n'ai pas célébré cela. Mais je ne l'en ai pas sauvé non plus. C'était là la différence. L'ancienne Marie aurait appelé quelqu'un, aurait expliqué, aurait adouci l'histoire, aurait protégé sa fierté parce qu'il est toujours ton père. La nouvelle Marie a regardé Emma dormir de nouveau avec une veilleuse et a compris que protéger la réputation d'un homme adulte avait coûté à mon enfant son sentiment de sécurité. Alors j'ai laissé la vérité faire ce que fait la vérité quand on arrête de l'enterrer. Avant l'audience préliminaire, Rachel a essayé une dernière fois de me joindre via un numéro masqué. J'ai répondu parce que Kevin était assis à côté de moi et enregistrait avec ma permission. Elle ne s'est pas excusée. Elle a pleuré, mais chaque larme avait un crochet. Marie, s'il te plaît. Si ça continue, je perds tout. J'ai dit, tu aurais dû penser à ça avant de fouiller ma chambre. J'étais désespéré. Tu as terrifié ma fille. C'est papa qui criait, a dit Rachel. Et c'est toi qui volais, ai-je répondu. Silence. Puis la vraie Rachel a refait surface. Maman aurait honte de toi. J'ai regardé la photographie de ma mère sur la cheminée, celle que Rachel avait bousculée en fouillant ma chambre. Non, ai-je dit. C'est maman qui m'a appris à garder les reçus. Kevin a presque souri. Rachel a raccroché. Cet appel est devenu une preuve de contact après que les conditions d'arrestation eurent interdit le harcèlement. Pendant ce temps, Emma a commencé à voir un pédopsychiatre. J'ai demandé si le tribunal la traumatiserait davantage. Le thérapeute a recommandé un entretien filmé avec l'enfant au lieu de la forcer à faire face à Charles et Rachel directement. Le procureur a accepté. Emma s'est assise dans une pièce douce avec un enquêteur formé et un renard en peluche sur les genoux. J'ai regardé depuis une autre pièce, le cœur brisé en silence alors qu'elle décrivait Charles bloquant le couloir et Rachel lui disant « Ta maman est en train de ruiner tout le monde ». Elle n'a pas exagéré. Les enfants ont rarement besoin de le faire. La vérité sonnait petite dans sa voix, ce qui la rendait insupportable. Le procureur m'a dit plus tard que l'entretien d'Emma aurait de l'importance car il montrait l'impact émotionnel sans faire du tribunal un autre endroit où les adultes l'entouraient. Je l'ai remercié, puis je suis rentré à la maison et je me suis assise dans la chambre d'Emma pendant qu'elle dormait, réalisant que la justice ne concernait pas seulement la punition. Il s'agissait aussi de refuser de laisser un enfant porter la honte des adultes. La nuit précédant le tribunal, j'ai trouvé Emma à la table de la cuisine en train de dessiner notre maison. Elle a dessiné la porte d'entrée, les pins, la fenêtre de ma chambre et 2 voitures de police à l'extérieur. Mais elle m'a aussi dessiné debout entre elle et tout le monde. C'est moi, ai-je demandé. Elle a hoché la tête. Tu avais peur, toi aussi, mais tu es resté. Je me suis assise à côté d'elle et j'ai dit, être courageux ne veut pas dire que tu n'as pas peur. Elle a levé les yeux. Est-ce que la famille veut dire que tu dois pardonner aux gens? J'ai répondu prudemment parce que je savais qu'elle s'en souviendrait. C'est devenu la phrase que j'ai portée au tribunal. Pas de colère, pas de vengeance pour la vengeance. Sécurité, limite, conséquences. Mais ne vous y trompez pas, les conséquences peuvent beaucoup ressembler à de la vengeance quand les gens ont passé des années à croire qu'ils étaient immunisés. Et Charles et Rachel avaient cru qu'ils étaient immunisés parce que je les avais rendus immunisés. J'avais pardonné trop vite, payé trop silencieusement, expliqué trop doucement et je les avais protégés des résultats de leur propre choix. Le tribunal a été le premier endroit où mon amour pour la famille ne serait plus utilisé comme preuve contre moi. La salle d'audience était plus petite que je ne l'espérais et plus froide que je ne le voulais. Charles était assis à côté de son avocat commis d'office, portant la même veste grise qu'il portait aux funérailles, comme si c'était une autre tragédie qui lui arrivait au lieu d'une conséquence créée par lui. Rachel était assise 2 sièges plus loin, les yeux rouges, les cheveux parfaits,
le visage composé en une innocence blessée. Quand elle m'a vu, elle a regardé vers le bas en premier. Cela seul m'a dit qu'elle avait peur. Pas de moi, de ce que je pouvais prouver. Le procureur a commencé par l'appel au 911. Mon murmure a rempli la salle d'audience. Ma famille s'est introduite chez moi. Ils font peur à ma fille. Puis est venue la voix de Charles en arrière-plan, tranchante et laide, exigeant le dossier bleu. Rachel a fixé la table. Charles a fermé les yeux. Ensuite est venue la vidéo de la caméra de mon couloir, assez claire pour montrer Rachel entrant dans ma chambre avec des gants, dont elle a plus tard affirmé qu'ils étaient pour le nettoyage. Puis les photos, mes tiroirs vidés, les bijoux dans le sac de Rachel, le faux tampon de notaire, les formulaires de transfert, mon emploi du temps à l'hôpital imprimé avec ma garde surlignée. Au moment où la détective Harris a lu le message texte, « Si Emma a peur, Marie cédera », la pièce était devenue complètement immobile. Je n'ai pas regardé Rachel, puis j'ai regardé le juge. Je voulais qu'elle comprenne qu'il ne s'agissait pas d'un désaccord familial. Il s'agissait d'un enfant utilisé comme moyen de pression. Quand ce fut mon tour de témoigner, j'ai gardé ma voix stable. J'ai parlé en tant que mère, mais j'ai aussi parlé comme une chirurgienne donnant un rapport. Ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait. L'avocat de Charles a essayé de suggérer que j'avais mal compris à cause de l'épuisement après une longue garde. Je me suis tourné vers lui et j'ai dit, j'ai fait des gardes de 20 heures et j'ai toujours su la différence entre une visite familiale et un cambriolage. Quelques personnes dans la salle d'audience ont bougé. L'avocat est passé à autre chose. Rachel a pleuré pendant sa déclaration. Elle a dit qu'elle était dépassée, effrayée par les dettes, manipulée par Charles et qu'elle n'avait jamais eu l'intention de blesser Emma. Charles a blâmé la pression familiale, le désespoir financier et le refus de Marie de communiquer. Aucun d'eux n'a dit qu'ils avaient eu tort de terrifier une enfant. Aucun d'eux n'a dit qu'ils avaient eu tort de voler. Aucun d'eux n'a dit qu'ils avaient eu tort de croire que la vie de Marie leur appartenait. Cette absence avait de l'importance. Le juge l'a remarqué. Le procureur a demandé des restrictions sérieuses, une restitution et aucun contact. Kevin était assis derrière moi, une main posée sur le dossier qui contenait des années d'avertissements ignorés, de virements bancaires que je leur avais faits, de messages où ils exigeaient de l'argent, de captures d'écran des mensonges de Rachel, de journaux de caméra, de devis de réparation. De recommandations de thérapie et des documents de succession de ma mère prouvant qu'ils n'avaient aucun droit sur ce qu'ils avaient essayé de prendre. Pendant des années, ils avaient traité la paperasse comme une arme qu'ils pouvaient retourner contre moi. Maintenant, la paperasse devenait le mur qu'ils ne pouvaient pas escalader. Quand la juge a parlé, sa voix était calme, mais chaque mot a fait mouche. Elle a dit que le tribunal reconnaissait le stress financier, mais que le désespoir ne créait pas un droit de propriété sur la maison, les documents ou l'enfant d'une autre personne. Elle a dit que le statut familial ne réduisait pas la gravité de la coercition. Il augmentait la trahison de la confiance. Puis sont venues les conséquences. Charles a plaidé coupable d'intrusion grave, de tentative de manipulation et de comportement imprudent envers un mineur. Il a reçu 18 mois de détention dans le comté, suivi d'une mise à l'épreuve, de conseils obligatoires, de restitution et d'une ordonnance de non-contact de 5 ans nous protégeant Emma et moi. Rachel a plaidé coupable de cambriolage, de vol, de tentative de fraude et de violation des restrictions de contact. Elle a reçu une peine fractionnée, du temps de prison, une assignation à résidence, une mise à l'épreuve, une restitution et une marque permanente sur la vérification des antécédents de licence qui, espérait-elle, lancerait sa carrière dans l'immobilier. Les faux formulaires de transfert ont été annulés. Ma part d'appartement a été placée sous une protection légale supplémentaire. Le tribunal a ordonné la restitution pour les réparations, les frais juridiques liés à l'affaire pénale, les frais de thérapie d'Emma et la valeur estimée des biens endommagés et volés. Dans l'affaire civile qui a suivi, Kevin a obtenu un jugement qui permettait des hypothèques sur les terres de Charles et sur les actifs restants de Rachel jusqu'à ce que le remboursement soit terminé. C'était la partie qu'ils n'avaient jamais vue venir. Ils étaient entrés par effraction dans ma maison, cherchant des documents qui leur permettraient de me prendre quelque chose. Au lieu de cela, les documents que je gardais leur ont pris quelque chose. Leurs excuses, leur accès, leur image publique et une grande partie de leur avenir financier. Quand Charles a entendu le montant de la restitution, ses épaules sont tombées comme si quelqu'un avait coupé les fils qui le tenaient droit. Rachel s'est retournée une fois, scrutant la salle d'audience comme si elle cherchait quelqu'un pour la plaindre.
La plupart des gens ont détourné le regard. Ce silence était son propre verdict. C'était le son des gens comprenant enfin qu'être de la même famille ne rendait pas quelqu'un sûr et qu'être exposé ne faisait pas de quelqu'un une victime. Après le tribunal, une tante qui m'avait envoyé un message cruel s'est approchée les yeux en larmes. « Marie, je ne savais pas, a-t-elle dit. J'ai eu envie de dire que tu n'avais pas demandé. Au lieu de cela, j'ai dit, maintenant, tu sais. » Emma et moi sommes sortis dans la froide lumière du soleil. Elle tenait ma main, mais elle ne s'est pas cachée derrière moi cette fois. « Est-ce qu'ils peuvent revenir à notre maison ?» a-t-elle demandé. « Non, ai-je dit. Pas légalement, pas en toute sécurité, pas tant que je respire. » Elle a réfléchi à ça. Sommes-nous toujours une famille? J'ai regardé vers elle sur les marches du palais de justice, vers le ciel qui s'étirait largement sur le Montana, et j'ai réalisé que la réponse était plus simple que la douleur ne l'avait fait paraître. « Oui, ai-je dit. Toi et moi, et les gens qui nous aiment sans essayer de nous posséder. » Dans les mois qui ont suivi, notre maison est redevenue silencieuse. Mais pas l'ancien genre de silence. Pas le silence où j'avalais ma colère pour garder la paix. C'était un silence plus fort. Les serrures changées, les caméras mises à jour, les papiers protégés, les rendez-vous de thérapie respectés, les limites imposées. J'ai remplacé le cadre brisé dans ma chambre. Mais je n'ai pas remplacé l'illusion que Charles et Rachel pouvaient être dignes de confiance. J'ai emmené Emma à l'école, je suis retourné à la chirurgie, j'ai cuisiné des dîners simples et j'ai laissé nos vies redevenir ordinaires. L'ordinaire ressemblait à une victoire. Certains proches ont fini par s'excuser, d'autres ont disparu. Rachel a envoyé une lettre par l'intermédiaire de son avocat, non pas pour s'excuser, mais pour demander si j'envisagerais de réduire la restitution parce que recommencer à zéro est difficile. Kevin a répondu par une phrase. Docteur Marie refuse. Charles ne s'est jamais excusé. J'ai arrêté d'attendre. C'était une autre sorte de liberté. Je n'ai pas appris à Emma que la vengeance signifie la cruauté. Je lui ai appris que les conséquences sont ce qui arrive quand la vérité obtient enfin des témoins. Charles et Rachel ont regretté ce qu'ils ont fait, mais pas parce que j'ai crié plus fort. Ils l'ont regretté parce que j'ai arrêté d'être la personne qui nettoyait leurs dégâts. J'ai arrêté de confondre le sang avec la permission. J'ai arrêté d'offrir la sécurité de ma fille comme prix de la loyauté familiale. Et si vous étiez à ma place, debout dans votre propre salon alors que les personnes qui vous ont élevé utilisaient votre enfant comme moyen de pression, que choisiriez-vous? Le sang ou la paix? Merci d'être resté avec cette histoire émotionnelle jusqu'au dernier moment. Tous les événements et personnages sont fictifs et créés uniquement à des fins de divertissement et d'éducation. Nous espérons que cela vous rappelle que le pardon ne signifie pas toujours donner une autre chance à quelqu'un et que la guérison ne vous oblige pas à retourner vers les mêmes personnes qui ont causé la douleur.